D'accord, tu es prêt? Salut, la vieille. Tu sais où est Sinan maintenant? Non. As-tu appelé Sinan physiquement pour le faire venir? Non. Dans un monde où la famille est censée offrir amour et soutien, il est inimaginable que quiconque puisse commettre de tels actes odieux contre les siens. Pourtant, ces tueurs maléfiques montrent que l'obscurité n'a pas de limite. Un cas choquant est celui de Cynthia Varela. Ce qu'elle a fait te fera remettre en question la véritable signification de la famille. Jetons un œil au condamné. Qui a tué les siens? C'était une si bonne personne et une si bonne femme pour lui. C'est incroyable. Je ne peux pas te dire à quel point il est merveilleux. Comment a-t-il pu faire quelque chose comme ça à elle? La famille Watts, composée de Chris et Shannon Watts et de leurs deux filles, Bella et Cece, communément appelées Cece, a captivé les réseaux sociaux avec leurs vies apparemment parfaites. Leur représentation parfaite d'un couple marié heureux présentait une réalité idéalisée. Cependant, derrière des portes closes, une histoire différente se déroulait qui allait choquer le monde. Regarde ça! C'était juste une boule d'amour. Shannon avait des nouvelles excitantes à partager avec son mari. Elle l'a informé qu'elle était enceinte de leur troisième enfant, un garçon. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Chris avait une carrière réussie chez Anadarko Petroleum, travaillant en tant qu'ingénieur pétrolier. D'un autre côté, Shannon a pris le rôle de mère au foyer, gérant la famille et s'occupant de leurs deux jeunes filles. Cependant, elle s'était également impliquée dans l'industrie du MLM, vendant un produit appelé Thrive pour une entreprise appelée Lake. C'est ce qu'un vraiment bon ami fait. Un vraiment bon ami, c'est quand quelque chose ne va pas et agit en conséquence. Elle est arrivée là-bas et il n'y avait pas de réponse. Alors, j'envoie un texto à Chris. Le 13 août 2018, le monde a été bouleversé par la disparition tragique de Shannon Watts et de ses filles Bella et Cece. Dans les heures qui ont suivi la disparition de Shannon, Chris a agi sans émotion, sans inquiétude et de manière désinvolte. Il semblait indifférent à la situation, amenant beaucoup de gens à croire qu'il avait quelque chose à cacher. Ce manque de préoccupation et d'urgence a suscité des soupçons et alimenté les spéculations parmi les enquêteurs et les membres de la famille. C'est lui, mes 5-17. On peut voir la porte du garage s'ouvrir. Il y a une sorte de mouvement qui peut être vu. Donc tu vas te garer là-bas sur le côté. Et tout préparer à nouveau? Cependant, les choses ont commencé à changer lorsque le voisin de Chris a approché la police avec des images de caméras de sécurité, montrant Chris sortant et rentrant chez lui et dans sa voiture plusieurs fois la nuit précédente. Les images ont suscité des soupçons, car elles semblaient contredire les affirmations de Chris, selon lesquelles il avait passé toute la soirée au travail. En observant sa réaction, quand tout le monde regarde ça et se tourne ensuite vers lui, son attitude change presque immédiatement. En regardant les images de la caméra de sécurité, Chris est devenu visiblement nerveux. Le calme et l'attitude imperturbable qu'il avait maintenue jusqu'à ce moment-là ont disparu. Au lieu de cela, il a montré des signes de nervosité, se tortillant et balbutiant en répondant aux questions de la police. La police recherche une femme enceinte de Frédéric et ses deux enfants qui ont apparemment disparu sans laisser de traces. Thomas Hopper de Denver. Seth a parlé avec le mari de la femme. Vous vous êtes disputés avant? Lorsque les détectives enquêtant sur la disparition de Shannon, Bella et Cece ont interrogé Chris Watts, il a déclaré qu'il n'était pas au courant de leur localisation. Dans un appel sincère aux médias, Chris a supplié pour que Shannon et les filles rentrent à la maison. Cependant, 2 jours après que leurs familles ont été signalées disparues, Chris a échoué à un examen polygraphique concernant la disparition de sa femme et de sa fille. Tu n'as pas versé une seule larme en 2 jours que tu es ici. Non, pas une. Après avoir parlé avec son père, Chris a avoué aux détectives que sa femme, Shannon, avait tué leur fille dans un accès de rage. Selon Chris, il avait tué Shannon dans un accès de colère parce qu'il était tellement bouleversé. Cependant, il est ensuite apparu que Chris avait en réalité tué Shannon de sang-froid avant d'étouffer ses 2 filles, Bella et Cece. Chris a ensuite procédé à l'élimination des 3 corps en les conduisant sur son lieu de travail et en les laissant dans des cuves de pétrole brut. Cet acte a non seulement démontré un mépris pour la vie humaine, mais a également révélé un niveau de planification et de préméditation glaçant. Arrêté pendant la nuit, Chris Watts est accusé d'avoir tué sa femme enceinte, Shannon et leurs 2 filles. Le 21 août 2018, Chris Watts a été arrêté et accusé de 3 chefs de meurtre au premier degré, ainsi que d'une multitude d'autres charges. 3 mois plus tard, le 6 novembre, Chris a plaidé coupable aux charges portées contre lui. Il a été condamné à 5 peines de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, et à 48 années supplémentaires parce que Shannon était enceinte au moment de sa mort. De plus, Chris a reçu 36 ans pour avoir altéré des corps de personnes décédées. L'accusé a froidement et délibérément mis fin à 4 vies, pas dans un accès de rage, mais de manière calculée et écœurante. De manière dégoûtante, pendant son incarcération, Chris a rassemblé un groupe de femmes solitaires qui lui ont écrit
exprimant leur admiration malgré ses crimes odieux. Chris a même l'audace de faire des allégations depuis sa cellule, blâmant Shannon pour tout ce qui s'est passé et la qualifiant de personne contrôlante. Contrairement à Chris Watts, qui a commis un crime odieux en tuant sa famille de sang-froid, Colby Alan Parker a commis un acte encore plus troublant, lorsqu'il a tué et mutilé son grand-père lors d'un incident horrible. Un homme de Floride est accusé d'avoir tué son grand-père de 77 ans, Ronald Wells Sr., et de lui avoir coupé les oreilles. Selon le rapport de police, pendant qu'il était interrogé, En 2021, la petite ville de DeLand, en Floride, a été secouée par une affaire choquante de violence et de meurtre. Les autorités locales ont été appelées à une résidence suite à des rapports de coups de couteau. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont été confrontés à une scène macabre. Colby, Alan Parker, un jeune homme couvert de sang, essayait frénétiquement d'expliquer ce qui s'était passé. À proximité se trouvait le corps d'un homme âgé avec de multiples blessures par arme blanche visibles sur son corps. concernant la mort, Colby Parker a sorti des oreilles humaines de sa poche. L'affilié de CBS, WBPS, y rapporte que le bureau du shérif du comté de Lake a répondu à une maison dans le centre de la Floride. Colby a informé les agents que la personne allongée à proximité était son grand-père. Alors que les agents examinaient le corps du grand-père, ils ont remarqué des blessures par arme blanche sur tout le corps. Cette découverte troublante a soulevé encore plus de questions. Pendant que les agents examinèrent le grand-père, un autre agent s'est approché de Colby pour l'interroger. Selon Colby, son grand-père avait tenté de lui faire du mal, mais il a réussi à lui arracher le couteau et à poignarder mortellement son grand-père au cœur. Samedi soir, pour des rapports d'un homme attaqué par son grand-père. Selon les agents, Parker affirme que Wells a sorti un couteau contre lui. La révélation la plus choquante de l'affaire est survenue lorsque Colby a sorti une paire d'oreilles humaines coupées de ses poches. Ces oreilles, il s'est avéré plus tard, appartenaient à son grand-père. Colby avait horriblement coupé les oreilles de son grand-père décédé après l'avoir tué. Il a tenté de lui arracher le couteau, puis l'a utilisé contre Wells dans ce qu'il a qualifié de légitime défense. Les enquêteurs disent que Parker a admis avoir coupé son grand-père à plusieurs reprises. Au cours de l'enquête, Colby a essayé de voler une arme à un agent. De plus, il a également tenté de saisir un taser, illustrant encore plus son comportement violent. L'altercation a dégénéré et les agents se sont retrouvés dans une lutte pour la vie ou la mort. Malgré le déploiement d'un taser, l'agressivité de Colby est restée déterminée. Le couteau de boucher l'ayant également frappé plusieurs fois avec une batte de baseball, et ils disent qu'il a aussi admis avoir coupé les oreilles de Wells et a déclaré qu'il voulait que son grand-père soit avec sa grand-mère décédée. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les enquêteurs ont découvert une scène troublante dans la maison de Colby. Dans la chambre principale, ils ont découvert un tablier avec les mots « Le boucher de la famille » brodé dessus. Attaché à l'apron se trouvaient 2 fausses oreilles humaines en plastique, une découverte troublante. En s'enfonçant plus profondément dans l'espace de vie de Colby, les enquêteurs sont tombés sur une vue glaçante. Une batte de baseball ensanglantée et un couteau de boucher gisaient à proximité, avec du sang goûtant de la lame. La vue leur a donné des frissons dans le dos. Junior? Ouais, où est Junior? Ronnie et Junior Ronnie juste ici. Sur la base des preuves recueillies, Colby a été accusé de meurtre au 2e degré et d'agression sur un agent. Sa caution a été refusée, ce qui garantit qu'il est resté derrière les barreaux jusqu'à son procès. Lors des interrogatoires avec les enquêteurs, Colby a choqué tout le monde en avouant la vérité derrière ses crimes. Il a affirmé que la mort de son grand-père n'était pas un acte de violence aléatoire, mais plutôt un acte calculé. Le motif de Colby était de réunir son grand-père avec sa grand-mère décédée, ce qu'il pensait être le seul moyen d'obtenir un certain apaisement. Le crime glaçant de Colby Alan Parker était un acte de violence dévastateur, mais le prochain cas est tout aussi troublant. Joshua Ambergy, un homme dont les actions brutales étaient motivées par la rage, laissant la vie d'une victime brisée. Skyview 12 nous montre la maison où Melissa Ambergy a été poignardée. Maintenant, nous allons faire un panoramique sur la maison où un voisin dit « Il a repéré ce suspect, Joshua Ambergy, sur son patio arrière. » Un homme de 39 ans, nommé Joshua Ambergy, a été arrêté dans le comté de Clermont, dans l'Ohio, en novembre 2022, après avoir prétendument poignardé sa mère, Melissa Ambergy, âgée de 58 ans, à plusieurs reprises. L'incident tragique s'est déroulé au domicile des Ambergy, dans le township de Miami, où la police a trouvé Melissa dans le sous-sol. En raison de la gravité des blessures qu'elle a subies, les autorités ont été contraintes de l'évacuer par hélicoptère vers le centre médical de l'Université de Cincinnati. Cependant, malgré les meilleurs efforts des professionnels de la santé, Melissa a été déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. C'est suspect, Joshua Ambergy, sur son patio arrière. C'est là que nous reprenons avec la caméra corporelle d'un agent de police du township de Miami.
Police, montrez-moi vos mains. Lâche le couteau. Au moment de l'incident, Joshua était sous contrôle communautaire imposé par le tribunal, un type de probation alternatif à l'incarcération pour une infraction précédente. Sous contrôle communautaire, le défendeur se voit imposer un ensemble de conditions pour éviter l'emprisonnement. Cependant, il semble que Joshua n'ait pas respecté les conditions, car il a violemment attaqué sa propre mère. Les agents ont crié à Ambergy de lâcher le couteau plusieurs fois de plus, tout en le tenant en joue. L'agent, dont nous regardons la caméra corporelle, décide de ranger son pistolet, puis sort son taser. Tu as du létal sur ce taser? Lorsque la police est arrivée au domicile des Ambergy, Joshua avait fui les lieux, laissant derrière lui le couteau qu'il avait utilisé pour la poignarder. Les agents ont immédiatement lancé une recherche pour Joshua dans les environs. Après une recherche approfondie, ils l'ont finalement trouvé sur le patio arrière d'une maison voisine. Taille du létal, j'ai un taser. Alors que nous faisons un zoom, nous pouvons voir qu'Ambergy n'écoute pas et tient le couteau de manière menaçante. Robbie! Le deuxième agent tire 2 coups. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont été accueillis par Joshua, âgé de 20 ans, qui brandissait un couteau et refusait de se conformer à leurs ordres. Malgré les ordres répétés de l'agent de lâcher le couteau, Joshua a continué à faire tournoyer l'arme, représentant une menace significative pour la sécurité de lui-même et des agents intervenants. Reconnaissant la gravité de la situation, un policier a décidé d'utiliser une force non létale en déployant un taser. Cependant, le taser a raté Joshua, le laissant toujours armé du couteau. 2 coups de feu, dont un qui touche Ambergy à la jambe. Alors qu'il tombe, on peut voir le couteau rouler loin de lui dans cette image figée. Allonge-toi! 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 Avec la situation qui continue d'escalader, un deuxième policier s'est senti obligé d'agir. En légitime défense et pour prévenir d'autres blessures, ils ont tiré sur Joshua, le touchant à la jambe. Joshua a été plaqué au sol, immobilisé par la blessure par balle. Une fois que Joshua a été maîtrisé et au sol, les agents se sont approchés et ont administré des soins médicaux immédiats. Ils ont appliqué un garrot à sa jambe pour arrêter le saignement et stabiliser son état. Avec la vie de Joshua en jeu, les agents ont appelé un hélicoptère pour le transporter à l'hôpital le plus proche pour des soins médicaux. J'ai parlé avec la chef Melissa de la façon dont ces agents ont réagi. Lorsqu'il s'agit de couteaux, de tuyaux et de choses comme ça, que nous allons tenter de désamorcer la situation. Joshua a été emmené à l'hôpital, où il a reçu des soins pour sa blessure. Après sa libération, il a été placé en garde à vue et accusé de plusieurs infractions liées à la confrontation avec la police. Le chef du département de police de Miami Township s'est adressé aux médias, qualifiant l'issue de l'arrestation de Joshua d'infortuné. Cependant, il a souligné que ses agents ont été contraints à la situation et ont dû prendre des décisions en une fraction de seconde. L'écart que nous avons, l'écart de sécurité, nous n'avons pas d'autre option. D'autre option que d'utiliser la force qui était à notre disposition à ce moment-là. Le chef de la police a ajouté qu'un des agents qui a répondu à l'appel avait envisagé de quitter le département en raison du traumatisme psychologique qu'il a subi pendant la rencontre. En octobre 2023, près d'un an après son arrestation, Joshua a plaidé coupable de meurtre aggravé et d'une accusation d'agression criminelle sur un agent de police dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Les meilleures années de ma vie, je les ai passées avec Melissa. Au cours de ces 42 années, Ted et Melissa Ambergy ont construit une belle vie. 4 enfants, 7 petits-enfants et une vie entière à passer ensemble. Lors de l'audience de sentencing, les frères et sœurs de Joshua ont supplié le juge d'infliger à leur frère, maintenant âgé de 40 ans, une longue peine de prison en raison de la douleur psychologique qu'ils ont traversée. Jacob, le frère de Joshua, a dit au juge Haddad qu'il se sentirait soulagé lorsque tout cela serait terminé et qu'il espérait obtenir justice pour leur mère. Il a pris ce couteau. Aujourd'hui est le dernier jour où vous entendrez ma voix, verrez mon visage et me regarderez dans les yeux. Des mots puissants de la part des membres de la famille qui ont juré de couper les liens avec Joshua. Le juge Haddad a écouté attentivement les supplications sincères des frères et sœurs de Joshua et a pris en compte l'impact profond de ses actions sur leur famille. Il a finalement pris la décision de condamner Joshua à 30 ans pour le meurtre de sa mère et à 11 ans pour l'agression sur la police lors de son arrestation. De plus, le juge Haddad a ordonné que la peine pour le meurtre de la mère de Joshua soit purgée consécutivement plutôt que de manière concurrente. Selon le juge Haddad, cette décision a été prise pour protéger le public et prévenir tout dommage supplémentaire. Bien que l'acte de Joshua Ambergy de prendre la vie de sa propre mère soit horrible, cela pâlit en comparaison de l'horreur inimaginable du crime odieux de Cynthia Valera. La police dit que c'était l'un des pires cas de maltraitance d'enfants qu'ils aient jamais vus. Selon les enquêteurs, Verly Cassaus a abusé de son fils Omari et l'a battu à mort il y a 3 ans. En 2013, un garçon de 9 ans nommé Omari Valera Saus a perdu sa jeune vie aux mains de sa propre mère.
La sœur cadette d'Omari, qui n'avait que 5 ans à l'époque, a été témoin des événements tragiques et a essayé d'intervenir, suppliant leur mère d'arrêter de le frapper et de le donner des coups de pied. Malheureusement, ces supplications ont été ignorées. Selon les proches d'Omari, il avait été soumis à des mauvais traitements incessants de la part de sa mère biologique, Cynthia, tout au long de sa courte vie. L'autopsie pratiquée sur le corps d'Omari a révélé qu'il avait subi des saignements internes graves à la suite d'un traumatisme contondant. Cette découverte dévastatrice a brisé tous les espoirs qu'Omari soit tombé d'un cheval à bascule, comme Cynthia l'avait initialement affirmé. L'agresseur a répondu à nos questions en étant emmené en prison. C'était un accident. Je le disciplinais. Je l'ai frappé dans le mauvais sens, c'était un accident. Lorsque les détectives ont interrogé Cynthia au sujet de la mort de son fils, elle a d'abord nié toute implication. Cependant, à mesure que les preuves contre elle s'accumulaient, ses affirmations d'innocence ont commencé à s'effondrer. Les incohérences dans ses déclarations et les preuves physiques accablantes ont finalement conduit la police à accuser Cynthia de meurtre en lien avec la mort d'Omari. Il a été recommandé que Verly Cassaus reste en prison, avec une caution de $100 000 en espèces seulement. Les États sont d'accord et croient $100 000 en espèces seulement. Dans une tentative d'échapper à la justice, Cynthia a essayé de prétendre qu'elle était incompétente à être jugée. Cependant, le juge a statué autrement, déterminant qu'elle était mentalement apte à être jugée. Le mari de Cynthia, le beau-père d'Omari, a été reconnu coupable de falsification de preuves et d'agir avec un mépris imprudent pour la vie humaine. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Ou est apte à être jugé après avoir prétendument tué son fils de 9 ans, Omari. Cela survient juste quelques mois après que son mari, le beau-père Casals, a été mis derrière les barreaux. Étonnamment, le juge a décidé de lui donner une peine réduite de 14,5 ans. Comme il a déjà purgé 9 ans de prison, cette réduction signifie que le beau-père sera libéré dans seulement 5 ans. En mai 2016, Cynthia a plaidé coupable de 6 chefs d'accusation, y compris le meurtre au 2e degré. Elle a été condamnée à 40 ans de prison dans un accord de plaidoyer étonnant. Lors de sa condamnation, Cynthia a parlé de son amour pour Omari, éclatant en larmes en s'adressant au juge. Malgré ses crimes, elle a exprimé ses remords et a supplié de lui pardonner. Cependant, sa sœur Sylvia, qui avait adopté les enfants survivants de Cynthia, avait une histoire différente à raconter. Je ne comprendrai jamais pourquoi tout cela est arrivé. Votre honneur. Donc nous devrons vivre avec ça, ce qu'elle a fait à son enfant, Omari. Sylvia s'est adressée au tribunal, exprimant son pardon envers sa sœur. Cependant, elle a clairement fait savoir qu'elle voulait voir Cynthia purger une longue peine. Elle a mis en lumière le jeune âge d'Omari au moment de sa mort, soulignant qu'il avait des rêves et des objectifs qu'il ne pourrait jamais réaliser. Les autres enfants de Cynthia, qui ont vu l'agression sur Omari, demandent à Sylvia « Tante, est-ce qu'Omari ne peut pas être réparé? Est-ce que Dieu ou le médecin ne peut pas le réparer ?» Dans une lettre puissante et émotive, la fille de Cynthia a écrit au juge, exprimant son désir que sa mère reste derrière les barreaux. La lettre, qui a été lue à haute voix lors de l'audience de condamnation, a laissé la salle d'audience en larmes. La fille de Cynthia, maintenant âgée de 7 ans, a courageusement exprimé ses peurs les plus profondes et les cauchemars qui la hantent encore. Ces mots résonnaient avec les sentiments d'innombrables victimes de violences domestiques, exhortant le juge à éloigner sa mère pour protéger sa sécurité et son bien-être. Le crime choquant de Cynthia Varela a été un moment de violence inimaginable, mais l'affaire suivante est tout aussi troublante. Anna-Marie Gitani, une femme dont les actions brutales envers une victime innocente révèlent un mépris glaçant pour la vie. En janvier, Anna-Marie J, âgée de 40 ans, Tani a plaidé coupable du meurtre de son mari Tony en décembre 2013. Il a été poignardé à mort dans la maison du couple dans le comté de Bexar, au nord, la nuit du 5 décembre 2013. À 21h30, un adjoint du shérif du comté de Bexar a répondu à un appel pour violence domestique au domicile des Jutani. L'adjoint est arrivé pour être témoin d'une altercation houleuse entre Tony, 29 ans, et Anna-Marie, 38 ans. Tony, qui avait exprimé le désir de partir, s'est retrouvé dans une confrontation avec sa femme qui refusait de le laisser quitter la maison, et elle a poignardé son mari, Tony Jahani, âgé de 29 ans, à mort. Selon le rapport de police, il a été poignardé 17 fois, 3 fois alors que les secours arrivaient au domicile du couple dans le nord-ouest du comté de Bexar. Selon la déclaration de l'adjoint, Anna-Marie a saisi un couteau et a poignardé Tony plusieurs fois dans le haut du corps. L'adjoint est intervenu et a essayé de maîtriser Anna-Marie, mais il était déjà trop tard. Tony a succombé à ses blessures et a été déclaré mort à l'hôpital universitaire. Depuis, elle a changé d'avis concernant ce plaidoyer. Je ne suis pas coupable de ce qu'ils disent que j'ai fait de sang-froid. À la suite de l'incident tragique, Anna-Marie a été arrêtée et accusée du meurtre de son mari. Sa caution a été fixée à $250 000. 3 ans plus tard, en février 2016,
le juge de district Steve Hilbig a condamné Anna-Marie à 25 ans de prison dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Je suis coupable d'avoir défendu ma vie et celle de mes enfants. Elle prétend avoir eu un avocat inefficace, que ses avocats ne voulaient en parler que d'un accord de plaidoyer. Lors de l'audience de condamnation d'Anna-Marie, Alfred Gitani, le père de Tony, a prononcé une déclaration puissante et émotive devant le tribunal. S'adressant directement au meurtrier de sa fille, il a déclaré « Je ne te pardonne pas d'avoir tué Tony, mon fils. Je te maudis pour ce que tu as fait. Je ne te souhaite que des choses terribles dans cette vie et que lorsque tu mourras, tu brûles en enfer. » Nous n'avons pas parlé du procès. Nous n'avons pas parlé de stratégie. Nous n'avons pas parlé de quoi que ce soit de ce genre. Et que son avocat, David Christian, l'a pressé d'accepter l'accord de plaidoyer qui prévoyait une peine de 25 ans de prison. La mère de Tony, Jamal Jutani, a également eu l'occasion de s'adresser à Anna-Marie. Les larmes coulant sur son visage, elle a exprimé sa colère et son désir de justice. Elle a déclaré « Je prie pour que tu pourrisses dans ta cellule de prison. » Cela prévoyait une peine de 25 ans de prison. Christian a contesté le témoignage de Jaitani. Il a dit qu'ils avaient examiné l'accord de plaidoyer plusieurs fois. Selon la loi, Anna-Marie est obligée de purger la moitié de sa peine avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Cependant, malgré son plaidoyer de culpabilité, elle a demandé un nouveau procès, 2 mois après sa condamnation. Anna-Marie a dit qu'elle avait eu un avocat inefficace lorsqu'elle a accepté l'accord de plaidoyer. Il a témoigné qu'elle n'avait pas été pressée de signer. Il a dit qu'il lui avait conseillé qu'étant donné les faits de l'affaire, un accord de plaidoyer était dans son meilleur intérêt, plutôt que d'être sous une pression immense. Dans sa demande de nouveau procès, Anna-Marie a soutenu que son avocat n'avait pas fourni une représentation et des conseils adéquats. Elle croyait que si elle avait été correctement guidée, elle aurait pris une décision différente concernant l'accord de plaidoyer. Cependant, ses avocats, David Christian et Pat Hancock, ont insisté sur le fait qu'ils avaient examiné le dossier en profondeur avec Anna-Marie et qu'ils avaient conclu que prendre un accord de plaidoyer était dans son meilleur intérêt. Elle n'a pas été contrainte, menacée, conduite dans la mauvaise direction. Le juge Steve Hilbig a rejeté la demande de Giotani pour un nouveau procès. Son avocat me dit qu'il fera appel. Malgré les efforts de son équipe juridique, le juge Hilbig a rejeté la demande d'Anna-Marie pour un nouveau procès. Le juge a jugé que les preuves présentées étaient insuffisantes pour renverser le verdict initial. Le nouvel avocat d'Anna-Marie a parlé aux médias, déclarant qu'il prévoit de faire appel de la récente décision. Cet nouvel avocat, qui a rejoint l'affaire au milieu de nombreuses spéculations, croit qu'il y a des motifs valables pour faire appel. Les horreurs que ces tueurs ont déchaînées sur leur propre famille sont incompréhensibles. Mais les histoires ne s'arrêtent pas ici. Dans la prochaine vidéo à l'écran, nous explorons un autre cas choquant qui vous tiendra en haleine. Ne le manquez pas.